Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifié. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 47, les 3 étapes pour dépasser une crise de couple. Donc si tu entends cet épisode au moment de sa parution, tu peux encore me rejoindre pour le webinaire « Pourquoi est-ce que je rencontre des hommes qui sont indisponibles ?» Tu as le lien dans les notes de l'épisode. Alors les crises de couple, c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Et avant que je te donne ce qui me semble être les 3 étapes pour dépasser ces crises, j'avais envie de t'expliquer en fait qu'est-ce que pour moi une crise de couple, parce qu'il n'y a pas une définition unanime, et comment ça se fait qu'une crise de couple apparaît dans ton couple. Alors, comme j'ai pas trouvé de définition unanime, je vous propose en fait ma définition. Donc pour moi, une crise de couple, c'est une période d'intensification des conflits dans le couple avec une récurrence de la thématique. Donc si je donne un exemple, une première crise de couple qui est assez fréquente, c'est au moment de l'arrivée des enfants et donc la récurrence du sujet, c'est les principes d'éducation des enfants ou la répartition des tâches par rapport aux enfants, etc., etc. L'enjeu d'une crise de couple, c'est potentielle séparation du couple et donc de ce sentiment en fait d'impuissance, d'avoir cette impression de détruire le couple qu'on a passé des années à construire et ce moment en fait où on se demande mais est-ce que c'est la seule solution ? Donc ce n'est pas une petite dispute isolée ou c'est pas des petits désaccords qui font partie du quotidien de chaque couple. Et en fait, quand moi j'ai eu ma première crise de couple à l'arrivée de notre enfant, pour faire pas plus banal que ça, j'ai vraiment réalisé en fait qu'une crise de couple n'arrive pas par hasard. Elle arrive plus particulièrement quand il y a des expériences de vie du côté d'un partenaire ou de l'autre ou pour les deux, qui vont réveiller certaines blessures du passé propres à chaque partenaire et qui vont renforcer l'interdépendance vis-à-vis de l'autre conjoint. Alors j'ai repéré en fait 4 changements majeurs. Donc le premier changement, c'est quand il y a plus de dépendance en termes de liberté et de temps. Typiquement, à l'arrivée d'un enfant, si toi, tu veux prendre du temps pour toi, tu es obligé de coordonner ça avec ton conjoint ou avec une babysitter. Le deuxième cas, c'est vis-à-vis de l'argent. Donc, par exemple, si un conjoint perd son travail, si un conjoint se lance dans l'entrepreneuriat, si un conjoint diminue son temps de travail pour s'occuper des enfants, c'est aussi souvent un moment où donc le partenaire qui ne travaille pas ou qui a moins de revenus est plus financièrement dépendant de l'autre et souvent c'est à ce moment-là qu'une crise se réveille. Ça peut arriver aussi dans le cas d'un changement dans la dépendance physique. Typiquement, si tu as une maladie, tu te casses une jambe ou tu as un cancer ou quelque chose, tu vas être dépendant beaucoup plus physiquement de ton conjoint qui va t'aider pour te lever, pour te doucher, etc. Et puis ça peut aussi arriver dans le cas d'une maladie plus mentale comme la dépression, le burn-out, l'hyperactivité, etc., etc. Et là, en fait, cette dépendance plus physique, plus dans le support de l'autre, peut aussi créer une crise de couple.
Et enfin, le dernier cas que j'ai pu lister, c'est quand il y a une dépendance émotionnelle. Donc, un des partenaires qui vit un moment difficile, le deuil d'une personne, quelque chose qui le met vraiment émotionnellement très bas, eh bien, forcément, il va chercher plus de support chez l'autre partenaire. Et ça aussi, ça peut générer une crise de couple. Alors ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une dépendance vis-à-vis de l'autre partenaire. Pour moi, si on est en couple, il y a forcément une dépendance, ce que moi j'appelle la dépendance saine, mais ces changements dans le niveau de dépendance, c'est souvent pour moi un des déclencheurs d'une crise de couple. Et la deuxième chose qui est pour moi, finalement, ça a été une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, une crise de couple, c'est un bon signe. Parce que c'est inévitable et ça se présente seulement quand le couple a suffisamment d'intimité, que les partenaires se sentent suffisamment en lien et en sécurité pour laisser émerger cette crise. Et donc, ça arrive principalement à partir du moment où le couple s'engage dans la durée et que c'est finalement dans cette zone un petit peu plus de sécurité et d'amour qui est un petit peu identique finalement à ce qu'on a pu vivre avec ses parents, que ces blessures vont ressurgir. Et là où c'est la beauté du couple, c'est que le couple, en fait, il devient une opportunité unique de régler ce qu'on n'a pas pu résoudre dans notre premier foyer de sécurité, donc les parents ou notre enfance, pour résoudre tout ça. Et dans cette phase, qui est quand même assez fragile, parce qu'on remue pas des choses faciles, on remue en général plutôt du lourd, l'amour ne suffit pas. La bonne nouvelle, c'est que on a besoin d'outils et que ça s'apprend, comme toute chose qu'on peut acquérir. Les outils, c'est finalement la chose la plus facile. Ça demande des outils pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la crise, pour apaiser en fait cette situation où le conflit en fait escalade assez facilement, et aussi beaucoup d'outils pour arriver à entamer les discussions qui sont un petit peu plus difficiles. C'est aussi tout à fait normal d'avoir cette envie de quitter son partenaire, d'avoir des phases pendant la crise où tu crois plus, où tu as envie d'abandonner, où tu as plus envie de faire des efforts. La moins bonne nouvelle, c'est que ces blessures du passé, en fait, elles sont en toi. Donc, tant que tu as pas fait ta part de travail, eh bien, ce que tu n'arrives pas à régler dans cette relation-là, avec ton partenaire actuel, c'est ce que tu peux répéter à la prochaine relation au même niveau de relation. Alors, ça veut pas dire que tu dois jamais te séparer de ton partenaire, pas du tout, parce que tu fais ton 50% et tu es pas responsable du 50% de l'autre, donc il faut vraiment être deux pour qu'une relation marche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que autant cette crise, elle peut paraître difficile, elle peut paraître insurmontable, autant ça vaut la peine de travailler sur ton 50% pour ton propre bonheur amoureux, que ce soit en relation avec ton partenaire actuel ou ta prochaine relation. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui vient de Florentine D'aulnoy-Wang, qui est auteure du podcast L'espace du couple. Elle dit « le couple, ça pique ». Et je rejoins tout à fait son expression parce que ça pique en effet là où il faut. Ça pique dans tes retranchements, dans tes insécurités relationnelles qui sont profondes, par le biais du couple sont ramenées à la surface et qui offrent cet espace pour les guérir dans ton couple. Et spoiler alerte, j'espère pouvoir bientôt l'inviter dans un épisode de podcast. Alors, revenons à nos moutons. Donc, en fait, le but de cette introduction, c'est de te montrer une autre vision, en fait, de cette crise de couple. Que c'est pas la fin des haricots, que c'est, au contraire, déjà un signe que tu as une relation qui est engagée, qui a un niveau d'intimité qui est suffisamment grand pour que ça sorte, et que, en fait, c'est vraiment une question de comprendre le processus de cette crise, de ce qui se cache derrière cette crise, et avec les bons outils et la bonne mise en pratique, c'est quelque chose qu'on peut dépasser assez facilement.
si je vais parler ici plusieurs fois de mon expérience personnelle, on a avec mon mari déjà vécu plusieurs crises. La première crise qui est arrivée au moment de l'arrivée de mon fils, j'ai cru qu'on s'en sortirait pas. Et en fait, plus on a mis en place ce processus, plus c'est devenu un peu un processus naturel où on sait comment faire et agir quand une nouvelle crise ressurgit. Alors pour moi, la première étape en fait pour arriver à dépasser cette crise de couple, c'est vraiment d'arriver à identifier les blessures du passé qui sont sous-jacentes à cette crise. Parce que la plupart du temps, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'adulte qui se dispute avec un autre adulte, c'est un petit enfant blessé qui se dispute avec un autre petit enfant blessé. Et quand on arrive à comprendre en fait quelles sont les blessures qui sont réveillées par la crise, déjà, ça aide à pas prendre autant personnellement ce qui se passe et un peu à voir ce qui se joue un petit peu en dessous. Donc, on arrive à prendre ça plus et à comprendre l'autre, en fait, pourquoi il agit comme ça, pourquoi c'est dur pour lui, pourquoi il n'arrive pas à nous comprendre, etc., etc. Et pour t'aider à faire ça, je te propose de te poser les questions suivantes pour essayer de, si toi maintenant tu es dans une crise et tu sais pas quoi faire, prends le temps de répondre à ces questions. La première question, c'est décris la crise avec tes mots. Sur quoi vous vous disputez, sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Essaye de la décrire avec tes mots. Ensuite, tu peux décrire toutes les actions ou les réactions de ton partenaire qui te font monter au plafond, qui te font ressortir ces émotions négatives. Décris-les toutes et essaye de te poser aussi la question de la situation idéale. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse de différemment par rapport à ça? Et comment ça te ferait sentir et qu'est-ce que tu penserais de toi si il agirait exactement comme tu aimerais qu'il agisse? Et là, pose-toi la question, avec qui tu n'as pas obtenu ça aussi dans ton passé? Avec qui as-tu refait exactement ce même scénario? Alors, je vais te donner un exemple, mon exemple personnel. Donc, à l'arrivée de notre enfant, donc moi je suis française à la base, mon mari est suisse-allemand, donc on a vraiment des éducations assez opposées en termes d'éducation. Et puis, au moment de l'arrivée de mon enfant, pour moi, j'ai fait une dépression postpartum et j'ai eu ce sentiment, en fait, j'avais vraiment une blessure qui s'est réveillée par rapport à l'image de la mère. Les attentes, donc ce que je pensais devoir faire pour arriver à être une bonne mère, ce que je voulais pas répéter du modèle de ma mère, et j'avais un petit peu ce conflit intérieur entre mon besoin d'avoir du temps pour moi, de réaliser mes rêves, etc., et d'être là et présent pour mon fils. C'était vraiment un grand combat parce que personnellement, moi, j'avais pas forcément toujours eu, selon ma perception, bien sûr, le support que j'aurais aimé recevoir de ma mère. Et donc, forcément, j'avais un peu cette contradiction intérieure qui ressortait par ce que mon mari pouvait me dire. Donc, lui, en fait, il a été élevé dans un modèle assez traditionnel où la maman restait à la maison, s'occupait des enfants, faisait passer les besoins des enfants avant les siens, et donc il comprenait pas mon besoin d'avoir ce temps pour moi, de me retrouver avec moi-même tout seul. Et donc à chaque fois en fait que il faisait une remarque par rapport à ça, moi ça me retranchait dans cette contradiction intérieure que j'avais vis-à-vis de l'image de qu'est-ce que c'est une bonne mère. Et donc, tu vois que rien que le fait de comprendre ça, pour moi, ça m'a permis de voir que finalement, c'était pas moi qui me disputais avec mon mari, mais c'était ma blessure par rapport à l'image de ce qu'est une bonne mère versus ce que lui avait comme image, en fait, d'un bon père et d'une bonne mère. Et donc, qu'à chaque fois qu'on agissait envers notre enfant, qu'on définissait les priorités, c'était pas
nous en tant qu'adultes, mais c'était nous en tant qu'enfants qui étaient en train de se disputer. Donc du côté de mon mari, lui, il avait un peu ce poids ou ce sentiment d'être obligé de se sacrifier pour les enfants. Et moi, j'avais cette contradiction. D'un côté, je voulais, mais je culpabilisais si je le faisais. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu comprends un petit peu, ça t'aide à te dire, OK, il y a le problème apparent et il y a le problème sous-jacent. Une fois que tu repères le problème sous-jacent, à ce moment-là, ça vaut la peine de travailler sur cette blessure-là de manière personnelle et individuelle. Tu peux aussi, par le biais du couple, en fait, aider à la guérison. Donc, je te donne un exemple et je te reprends encore mon exemple pour que tu le comprennes. À chaque fois que mon mari ne me juge pas dans mon besoin d'avoir du temps pour moi, accepte que je ne me sacrifie pas toujours pour mon fils, eh bien, il m'aide dans mon processus de guérison. Mais moi, je peux aussi faire une partie du travail moi-même en me disant, en prenant le temps de définir la maman que j'ai envie d'être, en prenant le temps de guérir, en fait, comment moi j'ai perçu l'éducation de ma mère sur moi, eh bien ça va m'aider en fait à me libérer de cette blessure. Donc c'est possible d'agir sur deux terrains, donc dans le sens d'une équipe avec ton partenaire ou bien toi-même dans ton travail de développement personnel. C'est pour ça en fait que dans s'ouvrir à l'amour, quand quelqu'un arrive et me dit « Ah, je suis en couple et j'ai une crise », la première étape, c'est de comprendre ce qui se passe derrière la crise et après de faire le bilan pour arriver à comprendre c'est quoi ces blessures du passé. Et une fois qu'on a identifié les blessures sous-jacentes, on va dire d'alléger le poids de ces blessures dans le couple en faisant un travail personnel, en les déprogrammant avec l'approche psychocorporelle. Une fois qu'on a identifié en fait ces blessures, la deuxième étape, c'est d'apaiser la crise. Parce que tu t'imagines bien que ces blessures-là, c'est pas quelque chose qui peut se changer du jour au lendemain. Chaque partenaire, déjà, a un processus de guérison qui est individuel. On n'avance pas au même rythme. Et le but de cette deuxième étape, en fait, c'est d'apaiser la crise, c'est de donner suffisamment d'espace à chacun des partenaires pour qu'ils puissent faire un travail plus en profondeur sur la problématique de fond, sans que ça détruise le couple qui est là et qui entre plus facilement en conflit parce que chaque blessure est vite réactivée ou entrechoquée à chaque fois qu'il y a une interaction sur ce sujet de crise précis. Et dans cette deuxième étape, en fait, c'est important d'arriver à comprendre quelle est notre dynamique du conflit. Une dynamique du conflit, elle est vraiment propre à chaque système. Et donc, j'aurai une manière de me disputer avec, par exemple, mes parents ou de rentrer en conflit. Et j'ai peut-être une autre manière de faire avec mon mari ou avec mes collègues ou avec mon chef. Et en comprenant, en fait, quelle est la dynamique du couple dans les conflits. Alors, par dynamique, qu'est-ce que j'entends? Je donne quelques exemples pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Une dynamique, ça peut être typiquement la personne qui est fâchée et qui part en claquant la porte ou qui change de lieu. Et puis, la dynamique du partenaire en face, ça peut être d'aller chercher le partenaire qui change de lieu pour continuer la discussion. Donc, il y a un qui part et l'autre qui suit. Ça peut être que un arrête de parler, donc se mure dans le silence, et que l'autre, presque harcèle pour continuer la conversation, parce qu'il veut régler ça tout de suite. Ça peut être une dynamique que quand il y a un problème dans le couple, un partenaire peut avoir envie d'en parler à ses amis, et puis l'autre le prend mal parce que il a cette sensation que il étale quelque chose de privé au vu des autres. Donc ça, c'est quelques exemples, mais il y a un outil que je transmets en fait dans S'ouvrir à l'amour qui s'appelle la maison du conflit, qui est vraiment très, très, très aidant pour comprendre en fait tous les moyens, toutes les dynamiques que chaque partenaire utilise.
dans un conflit et pour ensuite identifier si ces moyens et ces dynamiques qu'on a utilisées, est-ce qu'elles aident à apaiser la crise ou est-ce que, au contraire, elles escaladent la crise et font monter le tourbillon. Et là, l'idée, en fait, c'est d'arriver à gérer le niveau de crise. Parce que des fois, en fait, dans ce processus de crise, on va avoir besoin d'escalader la crise pour que chaque personne ait envie de résoudre cette crise. Et puis, à d'autres moments, ça va être plus de apaiser la crise parce que si on continue sous ce même niveau de conflit ou de dispute, le couple va casser. Et ça, c'est important d'arriver à voir que c'est pas un 100 mètres, c'est plus un marathon où chacun des partenaires va pouvoir se dire, écoute, là, moi j'ai plutôt besoin d'une phase d'apaisement parce que j'ai vraiment, c'est dur à travailler pour moi. Ou alors, là, non, là, j'ai suffisamment d'énergie pour avancer. Et aussi que chaque partenaire puisse se poser cette même question individuellement. Parce que souvent, en fait, il y en a toujours un qui veut aller plus vite que l'autre. Et comment on fait quand on a ces différences de rythme? Ce qui aide aussi, c'est de se dire, voilà, dans la maison du conflit, tu arrives à identifier de manière fine quelle est la partie du conflit qui te revient. Donc, quelles sont les choses que toi, tu peux déjà travailler vis-à-vis de toi-même. Donc, si je reprends mon exemple personnel, la partie que je peux travailler avec moi-même, c'est accepter la mère que j'ai envie d'être, travailler sur mon passé, etc., etc. Et la partie que je peux pas régler toute seule, c'est la partie de tout ce qui est priorité en termes de vie de famille. Est-ce qu'on priorise tout le temps l'enfant ou est-ce qu'on priorise aussi la vie de couple, etc., etc. Ça, je peux pas le décider toute seule. J'avais besoin de le décider avec mon mari. Et une fois, en fait, que on connaît cette dynamique du conflit, on peut changer cette dynamique et consciemment le faire pour arriver à calmer le conflit. Une autre chose qui aide beaucoup dans cette phase, en fait, c'est la manière dont on interagit avec l'autre. Donc, tous les principes de la communication non violente, c'est bien sûr, je dirais, la base pour éviter d'empirer le conflit. Et également, ce que moi, j'appelle cette fameuse responsabilité émotionnelle, que j'ai expliqué beaucoup plus en détail dans l'épisode 12 du podcast, si tu as envie de l'écouter après. Et de te dire que finalement, dans une crise, tu peux voir la crise de deux manières. Tu peux regarder tout ce que l'autre ne fait pas. Et le problème de faire ça, en fait, c'est que ça te met dans une situation d'impuissance totale parce que finalement, le couple ne peut aller bien que quand l'autre a fait sa part de travail. Ou bien, tu peux retourner ça en prenant ta pleine responsabilité émotionnelle et en disant, oui, j'ai mon 50% et j'assume la pleine responsabilité de mon 50%. Et c'est là où je mets le focus. Et souvent, en fait, si chaque partenaire commence par nettoyer son jardin, les choses qui vont pas de son côté, c'est incroyable de voir comment un conflit peut vraiment descendre rapidement. La troisième étape, et pour donner un exemple à nouveau, comment tu peux prendre ta pleine responsabilité émotionnelle, moi, je pouvais pas contrôler à chaque fois que, je sais pas, mon mari avait une opinion différente sur quand moi j'avais envie de prendre du temps pour moi. Mais par contre, c'était ma responsabilité de pas piquer une crise de nerfs si il avait un avis différent du mien. Il a le droit d'avoir un avis différent. La colère que je ressentais, c'était lié aux pensées que j'avais vis-à-vis de sa réaction. Et ça, j'en ai le contrôle et je peux décider consciemment de comment j'avais envie de me comporter. Donc, par exemple, quelque chose que j'ai fait, c'est que à chaque fois que je voyais que je bouillonnais, en fait, je partais de la pièce, je fermais, je prenais le temps de bien respirer. Parce que je sentais en fait que j'étais vraiment en réaction par rapport à ces autres blessures du passé. C'était pas seulement la discussion que j'avais avec mon mari. Et ça a vraiment aidé à apaiser le dialogue. Parce que
quand la forme joue, c'est automatique que chaque partenaire puisse avoir plus d'énergie et d'attention sur le fond, qui est finalement la racine de cette crise. Et ce qui aide également à apaiser cette crise, c'est de se rappeler ce qui fonctionne bien. Parce que quand il y a une crise, il n'y a pas tout qui va pas. C'est une partie de la relation de couple qui va pas. Et il y a toujours des choses qui vont bien, mais elles vont tellement bien que c'est devenu un automatisme, qu'on s'en rend plus compte. Et forcément, le biais de négativité du cerveau va nous faire nous focaliser par ce qui va pas, et se rappeler ça consciemment et de se le communiquer mutuellement, ça aide aussi à relativiser ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est une chose parmi d'autres, mais c'est pas la totalité de la relation. Et donc, une fois que cette étape 2, elle est faite, en fait, l'étape 3, c'est vraiment de la dépasser, la crise. C'est d'arriver à avoir ces discussions de fond pour arriver finalement à trouver un accord, une logique commune sur comment faire dans cette situation et finalement sortir de cette crise. Et pour ça, en fait, il y a une thérapie relationnelle qui s'appelle Imago, qui a été développée dans les années 80 par Harville Hendrix et son épouse Helen Lackey Hunt. Et il propose énormément d'outils et notamment une manière qui est assez simple de discuter entre les deux partenaires pour que chacun des partenaires arrive à se sentir pleinement entendu. Parce que souvent, en fait, ce qui empêche de résoudre un conflit, je dirais en parallèle de la blessure de fond, c'est que l'autre ne se sent pas entendu, c'est que l'autre ne se sent pas compris totalement dans sa vision. Et que si on inverse la tendance, si on arrive à atteindre ce point où chaque partenaire se sent pleinement compris, pleinement entendu, c'est là où la magie s'opère. On n'a pas qu'un cerveau, deux cerveaux ensemble qui sont en train de réfléchir. Et donc forcément, il y a des solutions gagnantes-gagnantes qui vont se proposer. Mais tant qu'il n'y a pas ce sentiment d'être écouté, c'est plutôt les cerveaux de chaque partenaire vont plus se focaliser sur l'injustice de pas être pleinement entendu plutôt que de trouver des solutions. Donc cette thérapie Imago, elle propose en fait, pour donner ce sentiment à chaque partenaire d'être pleinement entendu, une manière de discuter qui s'appelle le dialogue Imago, où j'aimerais vous communiquer en fait les bases, vraiment les grandes lignes. C'est bien sûr pas un accompagnement Imago total. Je mettrai également dans les notes de l'épisode les livres qui sont en relation avec ça. Alors, le contexte, en fait, pour faire ce dialogue Imago, c'est une promesse de sécurité et d'engagement envers les partenaires. Alors, la première chose quand quelqu'un arrive en crise de couple, la première chose qu'on me dit, mais Sandy, j'ai pas envie de promettre que je vais rester avec l'autre parce que je sais pas si j'ai envie de rester avec l'autre. Et là, en fait, c'est d'arriver à trouver un accord commun où vous vous dites, OK, on fait un essai, on tente le tout pour le tout, les 3 prochains mois, les 3 prochaines semaines, l'année qui arrive. Et pendant cette période, je m'engage à être 100% avec toi, à pas aller chercher ailleurs, etc., etc. L'idée, c'est que chacun des partenaires se sente en sécurité. Donc, le partenaire qui reçoit l'engagement doit dire, oui, non, comme ça, là, je me sens en sécurité, ou non, j'aurais besoin d'autre chose. Jusqu'à qu'il y ait un accord. La deuxième chose, c'est de se fixer un rendez-vous. Ça paraît bête, mais avoir une discussion de couple dans les couloirs, quand l'un rentre du travail fatigué, quand l'autre a eu des soucis, il a la tête pleine ou est tout simplement épuisé, fatigué, ça marche pas. Alors qu'en fixant un rendez-vous, chaque partenaire a fait l'engagement et a choisi un moment où c'est plus agréable, où il y a l'énergie mentale pour pouvoir adresser le sujet. Et ensuite, ce dialogue Imago, il se passe de la manière suivante. Donc, chaque partenaire a le même temps de parole. Le premier partenaire qui commence explique son point de vue sur la situation.
Donc, si vous décidez d'avoir 5 minutes pour l'un, c'est 5 minutes pour l'autre, 10 minutes pour l'un, etc., etc. Et l'autre, en fait, reformule jusqu'à que celui qui parle, se sente compris à 100%. Et à la fin du temps de parole de la première personne, celui qui a reformulé, il doit vraiment essayer de comprendre le point de vue de l'autre et pourquoi ce partenaire a ce point de vue-là. Et une fois que le premier temps de parole est accordé, à ce moment-là, il y a une inversion des rôles et c'est l'autre partenaire qui parle. Moi, je recommande vraiment de limiter le temps de parole à 15 minutes chacun parce que si vous faites vraiment le travail à fond, ça prend énormément d'énergie. La deuxième recommandation que je fais, c'est de laisser la personne qui a le plus de mal à parler en premier. Et enfin, et ça c'est très important, le but de cette discussion, ce n'est pas de trouver une solution. Le but de cette discussion, c'est d'écouter l'autre et de comprendre le point de vue de l'autre. Quand on fait ça, automatiquement, après la discussion, les solutions arrivent. Et donc, quand une personne arrive dans le programme S'ouvrir à l'amour et m'explique les problèmes de fond, on morcelle un petit peu les différents dialogues que la personne a besoin de faire pour arriver à comprendre le point de vue de l'autre, etc. Donc c'est un travail un peu de fourmi où on parle d'un sujet à la fois et on décortique un sujet à la fois. Ces 3 étapes, en fait, que je t'ai mentionnées, c'est-à-dire de identifier les blessures du passé qui sont sous-jacentes à cette crise, apaiser la crise et dépasser la crise, c'est des étapes que je propose dans tous mes accompagnements, qu'ils soient de groupe ou en individuel. Et si tu es en crise de couple, en fait, j'ai vraiment 2 grandes possibilités. Soit tu es avec un partenaire qui réalise aussi qu'il est en crise, qui a envie de faire ce travail avec toi. Et à ce moment-là, tu peux faire un coaching de couple. Alors attention, le but du coaching, c'est pas que je prenne un rôle de médiateur, mais c'est plus de vous aider à vous transmettre et à vous apprendre à renouer le dialogue ensemble pour que vous arriviez à traverser cette crise par vous-même. Parce que comme je te l'ai dit en introduction, une crise, en fait, c'est inévitable et ça arrive plusieurs fois dans une vie de couple. Donc pour moi, c'est plus un apprentissage d'une compétence qui est essentielle à la vie de couple. Et c'est pour ça, en fait, que le coaching de couple est pas dans un rôle de médiation, mais plutôt dans un rôle d'apprentissage à 2 sur quels sont les outils et comment vous pouvez vous aider mutuellement pour arriver à traverser cette crise de couple. Parce que quand on a le process, ça devient presque une routine. On a moins peur des crises, on a moins peur des conflits, on sait un peu par quelle étape on passe. Et finalement, c'est plus des grosses vagues, c'est des petites vaguelettes et donc ça fait moins peur. Et puis, tu peux te retrouver dans la situation où tu es la seule personne des 2 à vouloir faire un travail sur toi. Et là, sache que quand toi, tu fais un travail, quand toi, tu changes, comme tu fais partie de ce système qui est le couple, forcément, l'autre va ressentir ces changements et va s'adapter ou peut-être changer face à ces changements. Donc, tu as aussi un impact indirect quand tu fais ce travail seulement de ton côté. Et là, moi, je te recommande de venir rejoindre le programme S'ouvrir à l'amour. Tu as également la possibilité de prendre une séance de coaching individuel en plus. Ça, c'est le cas de figure où je recommande de la prendre, cette séance de coaching individuel en plus, pour arriver à comprendre la crise et les blessures du passé sous-jacentes à la crise. Parce que des fois, quand on est vraiment dans la crise, c'est un petit peu difficile d'en parler dans le cadre du groupe. Donc moi, je recommande de faire cette séance individuelle extra quand tu t'inscris dans le programme S'ouvrir à l'amour. Alors voilà, j'espère que cet épisode sur les crises t'a donné déjà une bonne vision des outils que tu peux mettre en pratique.
et aussi un peu un espoir et une autre vision de qu'est-ce que c'est une crise de couple et que finalement c'est pas une fatalité mais plus une opportunité de faire grandir l'amour dans le couple et en même temps de dépasser des blessures beaucoup plus anciennes pour chacun d'entre vous. Je me réjouis d'interagir avec toi à ce sujet sur mon compte Instagram. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.